Donc je vais passer la parole à Léo, qui a écrit, comme je le disais ce matin, ce livre merveilleux sur son vécu de l'expérience Covid. Et il faut saluer son courage si jeune d'avoir osé se positionner, parce que en général, c'est plutôt quand on a un certain âge ou un âge certain. Merci beaucoup Léo, et j'espère que tu vas faire beaucoup de petits pour que ça continue à se répandre comme ça, c'est les jeunes. Merci beaucoup Léo, à toi. Merci. Alors merci beaucoup Martine, et merci également à toute la Ligue de m'avoir invité pour cette intervention cet après-midi avec vous. Donc je vais me représenter pour ceux qui viennent d'arriver. Donc je suis Léo Dubois, étudiant en licence de biologie à l'université d'Aix-Marseille. J'ai 23 ans actuellement. Et voilà. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Covid-19, plus jamais ça, qui a été préfacé par le professeur Christian Perron. Et il a été publié l'an dernier, en septembre 2024, aux éditions Marco Peter. Donc pour vous faire une petite présentation rapide, c'est un livre qui fait à peu près 200 pages. Il est d'ailleurs en vente derrière si vous voulez aller voir tout à l'heure. Et il contient environ 750 références scientifiques et officielles, toutes les études que j'ai compilées pour en faire une synthèse de tout ce qui s'est passé pendant cette période. Je ne dis pas 2020-2023, puisqu'on en est encore aujourd'hui à vacciner encore des gens, avec encore des nouvelles technologies qui viennent d'être mises sur le marché. Merci. Donc, moi, la question que je vais poser en introduction, c'est les vaccins Covid, est-ce que nous allons vers un nouveau scandale sanitaire ? Donc, je vais vous donner des éléments de réponse pendant cette conférence, et à la fin, je répondrai. Donc, premièrement, ce qui est, pour introduire, ce qui était dit en général dans les médias, sans vraiment que les gens le sachent, eh bien, on nous a sorti ce qu'on appelle un Covid. Donc, le nom du Covid, c'est le SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, c'est le virus. Le Covid, c'est la dite maladie. Ce virus est caractérisé par une forme en couronne, d'où le nom de coronavirus, et qui contient à sa surface la protéine dite spike ou de pointe, qui lui permet au virus de se lier à un récepteur cellulaire qui s'appelle ACE2, qui se trouve à la surface de nos cellules, à leur membrane, pour permettre la liaison et ensuite l'infiltration du virus dans la cellule. Et les vaccins qui ont été, les 10 vaccins qui ont été fabriqués, conçus, ils ont été conçus selon le principe suivant. Donc, ils construisent un ARN messager qui contient un codage qui permet de faire fabriquer à nos cellules la protéine spike du SARS-CoV-2 dans le but de faire réagir le système immunitaire. C'est comme ça qu'il a été présenté. Donc on nous a dit qu'il n'y a aucun risque que ça rentre dans le noyau, etc. Mais on l'a vu dans les études que c'était tout à fait possible, effectivement. Et ça, je vais en parler tout à l'heure en termes de composants. Les ARN messagers ont été encapsulés dans des nanoparticules lipidiques. C'est des billes de gras de taille nanométrique qui permettent précisément de protéger l'ARN et de la faire circuler absolument partout dans l'organisme, et notamment dans les organes vitaux. Voilà. Et surtout pour faire aussi entrer l'ARN à l'intérieur des cellules. C'est pour ça que ça a été conçu. Voilà. Là, encore une fois, c'est en guise d'introduction, parce que c'est très important de le rappeler, et c'est d'ailleurs dans mes cours de 3e année de licence, les études cliniques, comment ça se passe en temps normal. En temps normal, les études prennent environ 10 à 15 ans, alors que pour les vaccins Covid, on a mis moins d'1 an pour les faire sortir avec une AMM conditionnelle. Donc premièrement, on fait des études précliniques, c'est-à-dire on va tester le produit chez des animaux, donc des souris, des rats, et d'abord aussi in vitro sur des cellules cultivées en laboratoire. Donc une fois que les études sont concluantes, on dit allez, next, on peut commencer à faire les premiers tests sur l'homme. C'est la phase 1. Donc la phase 1, elle est faite sur quelques dizaines ou max quelques centaines de volontaires, donc volontaires encore une fois, je précise, qui sont donc, volontaires pour tester le produit, pour voir s'il n'y a pas de toxicité marquante.
Une fois que la phase 1 est validée, on passe à la phase 2 sur un groupe de personnes plus grand, quelques centaines, voire quelques milliers gros max. Et là, on teste la tolérance et l'efficacité du médicament ou du vaccin. Là, une fois que la phase 2 est validée, paf, on passe à la phase 3 sur des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes, toujours volontaires. Et si on voit que c'est concluant, paf, on peut accorder une AMM du vaccin. Et ensuite, on a la phase 4, qui n'est pas forcément représentée, c'est la pharmacovigilance. Donc pour voir s'il n'y a pas eu des effets secondaires dans la population générale. Et si oui, eh bien, donc de faire remonter ça, et en fonction d'annuler l'AMM ou alors d'indemniser les victimes. Ça, c'est la procédure normale. Pour les vaccins Covid, on a tous fait n'importe comment, on a fait toutes les phases quasiment en même temps. Donc ça veut dire que les gens qui ont participé à la phase 1 ont été testés quasiment en même temps que les animaux. Et le plus grave dans le scandale, là il s'agit simplement de lire les études cliniques, enfin et les dates. L'AMM conditionnelle a été délivrée alors que la phase 1 n'était toujours pas terminée, pour Pfizer Moderna du moins. De même pour la phase 2 et la phase 3, puisqu'elles étaient effectuées tout en même temps. Donc c'est comme si on avait accordé l'AMM alors qu'on était encore en phase où on testait le produit pour la première fois chez l'homme pour voir s'il n'est pas dangereux. Tout simplement. Et après, on a eu l'AMM, et ensuite, de nombreux mois se sont écoulés, et finalement, on n'a pas de grande différence en termes de réaction des autorités de santé, quoi. En ce qui concerne les informations manquantes, donc outre ce que je vous indique là, en décembre 2020, quand on a commencé à vacciner les gens, on n'avait aucune étude ou alors des données manquantes en ce qui concerne l'efficacité, la tolérance, notamment chez des sujets qui sont considérés à risque du Covid. Donc c'est quand même assez incroyable. Et en ce qui concerne les études de pharmacologie, donc c'est-à-dire sur le devenir du médicament dans l'organisme, de génotoxicité, c'est-à-dire de la toxicité du produit sur le génome humain qui peut aboutir à des cancers, et donc de cancérogénicité, n'ont été réalisés. Alors les laboratoires, ils disent que en fait on n'est pas obligé de les faire parce que l'OMS dit depuis 2005 que ce n'est pas nécessaire de les faire. Donc ils vont absolument pas se casser la tête pour les faire. Et de même, je l'ai dit, aucune étude de pharmacocinétique de biodistribution, donc ça revient à ce que j'en disais, donc sur le devenir du produit dans l'organisme. Donc quand on nous dit que le vaccin reste dans le muscle, en fait, toutes ces personnes qui ont dit ça n'en savaient strictement rien. Et voilà. Et outre ce que je viens de vous raconter, le plus gros des scandales, bon ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a commencé à vacciner les gens alors que les phases 1, 2 et 3 n'étaient pas achevées. Mais le pire dans l'histoire, ça c'est Christine Coton qui l'avait révélé. J'ai vérifié et c'est bel et bien le cas. Pfizer notamment, ils ont utilisé 2 processus de fabrication du produit. Donc le premier c'était d'utiliser donc la technique PCR dite propre pour faire multiplier les molécules d'ARN. Et dans le deuxième processus de fabrication, ils ont utilisé une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Donc ils ont utilisé son plasmide, qui est un ADN circulaire, pour faire intégrer le gène de la spike. Et ça, c'était utilisé pour augmenter la rapidité, le coût pour optimiser le coût de fabrication, pour une commercialisation à la population générale. Sauf que quand on change de processus, normalement, on refait les études. Parce que ok, le résultat final peut être le même, mais les composants peuvent être différents. Donc, il faut refaire les études, sauf que Pfizer avait dit au préalable qu'il ferait les études sur 250 personnes, sauf que l'étude n'a jamais été réalisée. Et en plus, des agences en Angleterre avaient réclamé les études, et Pfizer, en fait, les a jamais fournies. Donc, ça veut dire que, grosso modo, eh bien, les gens qui ont été vaccinés, ils ont été injectés par un produit qui ne provenait même pas des résultats d'essais cliniques. Donc, c'est comme s'il n'y avait aucun essai clinique qui a été fait au préalable. Donc, c'est un énorme scandale en termes d'essais cliniques. Ensuite, donc, maintenant qu'on a vu cette histoire d'essais cliniques, donc, je vous propose de revenir sur le constat maintenant en population générale de l'efficacité. Alors tout d'abord, rappelez-vous, le gouvernement nous mettait partout ce logo où on disait que tous vaccinaient, tous protégés. Donc c'était important de se vacciner
non pas seulement pour se protéger soi-même, mais surtout pour protéger les autres. Sauf que, on a vu plus tard que ça ne protégeait absolument pas de la transmission, notamment une étude des CDC américains. Ils ont mené cette étude dans un comté aux États-Unis. Alors je ne vais pas vous le citer parce que je n'arrive jamais à le dire en anglais. Eh bien, ils ont trouvé que parmi les cas symptomatiques, donc des gens qui présentent des symptômes, eh bien, on retrouve que ces maladies se sont reproduites chez 74% des personnes qui étaient vaccinées, alors que la couverture vaccinale était de 69%. Donc on est au-delà de la couverture vaccinale. Donc qu'est-ce que ça montre? C'est qu'il n'y a aucun effet, en tout cas d'après cette étude, qui n'est d'ailleurs pas la seule, loin de là, que les vaccins ont une quelconque efficacité sur l'infection. De plus, ils trouvent dans l'étude que la charge virale entre vaccinés et non vaccinés est à peu près similaire, ce qui indique qu'il n'y a aucun effet non plus sur la transmission du virus, parce que la charge virale a un rôle sur la transmission. Là, il n'y a aucune évidence, aucun effet qui est rapporté. Ensuite, en termes toujours d'efficacité, de la mortalité notamment. Donc, je vous présente par exemple les chiffres en Israël, qui est d'ailleurs connu pour être un laboratoire entre guillemets mondial, où ils ont été parmi les premiers à vacciner en masse leur population. Et on constate qu'à chaque fois qu'on fait une campagne de vaccination, s'ensuit un pic de décès Covid. Alors, normalement, un vaccin, c'est censé prévenir d'une épidémie. Sauf que là, on ne trouve pas, on n'a aucune évidence qu'il y ait quelconque protection. Et même là, d'après le graphique, on est même dans une efficacité plutôt négative. Pareil au Japon, corrélation entre le taux de vaccination et la mortalité, le nombre de décès déclarés Covid-19. Donc on n'a pas d'efficacité remarquable. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour regarder. Mais voilà, par exemple, si vous regardez en mars 2022, on avait donc déjà une couverture vaccinale qui avait largement dépassé les 80% selon les données officielles, et on a des pics qui sont beaucoup plus grands et qui continuent de grandir de manière croissante. Alors que quand on a une population vaccinée, normalement, on est censé la réduire. D'autres études publiées par exemple dans Frontières, menées dans un hôpital aux États-Unis, à Ohio, ils montraient que quand on regardait le statut vaccinal des personnes qui étaient en soins intensifs, eh bien, on avait un taux de décès qui était 2 fois plus élevé chez les personnes vaccinées. Donc encore une fois, on n'a pas vraiment d'évidence sur l'efficacité. Et de même, une étude beaucoup plus large, qui parle plutôt des cas de Covid, qui a été menée dans beaucoup de pays dans les États-Unis et dans le monde, qui montrait également pas de diminution des cas de Covid-19 dans des populations plus vaccinées. Et là, je ne l'ai pas mis, parce que c'est une étude que je viens de trouver hier, qui a été publiée, je ne sais plus dans quelle revue, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais qui montrait que plutôt dans les populations qui ont été largement vaccinées, c'est là qu'on retrouve le plus de maladies, de Covid et d'hospitalisation. Donc encore aujourd'hui, beaucoup d'études sortent sur le sujet. Une autre étude publiée dans l'Académie d'Oxford, sur le site de l'Académie d'Oxford, il montrait que plus on a un nombre de doses élevé, plus l'incidence du Covid est importante. Alors que c'est censé être l'inverse. On devrait mettre 0 doses en haut et 3 doses en bas. Sauf que là, c'est l'inverse. Donc il y a vraisemblablement une efficacité négative. Je veux bien qu'il n'y ait pas d'efficacité, mais là, on est dans le négatif. Donc ça pose vraiment un gros problème. Une autre étude publiée dans le Lancet, qui est censée être une revue de référence et servir les intérêts de l'industrie, et bien là, on trouve quand même une étude qui met quand même dans un graphique l'efficacité du vaccin contre l'infection grave ou non. Ils ne précisent pas la sévérité, et elle a été menée chez 800 000 personnes. Alors ils disent qu'au début, on est plutôt à 90%, mais ils reconnaissent malgré tout qu'au bout de 6 à 7 mois, l'efficacité non seulement tombe à 0, mais elle semble même passer au négatif au bout de 8 mois. Donc, encore une fois, c'est très problématique. Mais à la fois, le risque de ce type d'études, c'est que ça va donner du crédit à l'industrie pour dire que, ok, on fait 2 doses, mais du coup, il faut refaire des boosters supplémentaires pour garder une efficacité.
Donc c'est à double tranchant, quoi, malheureusement. Alors maintenant, je vais vous donner quelques déclarations qui ont été faites de quelques acteurs dans le domaine. Donc, vous avez par exemple le PDG de Pfizer, Albert Bourla, qui disait le 1er avril 2021 que son vaccin était efficace à 100%. Donc, on ne sait même pas d'où il sort le chiffre d'ailleurs. 100% d'efficacité, alors qu'un an plus tard, en août, il nous annonce qu'il est testé positif, malgré ses 4 doses, il le dit lui-même, hein, malgré ses 4 doses, il se met à l'isolement, et par conséquent, il prend du Paxlovid, un traitement qu'il avait commercialisé pour le Covid spécialement, et qui est vendu de mémoire à pratiquement 1 000 € la boîte. Voilà. Donc, de ce que je retire, c'est qu'il nous avait un super beau poisson d'avril, parce que c'était publié le 1er avril. Ensuite, Bill Gates. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne française, dans les médias, il est passé, peut-être chez France 2 ou une autre chaîne nationale. Bon, il disait que voilà, les vaccins sauvent des millions de vies. Et pourtant, dans des conférences regardées par quelques centaines de personnes, eh bien, il avoue quand même que voilà, les vaccins ne bloquent pas l'infection et que, voilà, à cause des variants, ça ne marche pas très bien et que la durée est très courte, et notamment chez les personnes âgées qui sont censées être à risque du Covid. Donc malheureusement, d'ailleurs, comme il dit, je trouve ça assez rigolo, malheureusement, il dit que le virus lui-même a réussi à immuniser beaucoup plus de personnes que nous, on a pu le faire avec les vaccins. Donc c'est un manque à gagner, en fait. Donc, dans le langage des jeunes, on dirait que c'est ballot. Et voilà. Et il avoue quand même, voilà, il reconnaît qu'on a un système immunitaire et que voilà, on peut créer des lymphocytes, notamment les lymphocytes B, les anticorps, les lymphocytes T pour la réaction cellulaire. Et voilà, donc malheureusement, le système immunitaire est bien plus performant que lui, que les labos, quoi. Véran, alors lui, il faut surtout pas le louper. Ça, c'est le premier truc qui m'avait interpellé au début de la campagne de vaccination Covid. Il avait écrit dans un mémoire en mars 2021, envoyé au Conseil d'État. Alors pour contexte, c'était un homme de 80 ans qui s'est fait vacciner, qui était tout fier et qui avait envie de sortir sans masque, ne plus être confiné pour retrouver sa liberté. Donc il avait fait carrément un recours, un truc en justice au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a répondu avec la lettre de Véran pour donner les arguments pour pas qu'il soit déconfiné. Et ce qui est flagrant, c'est qu'ils reconnaissent, alors que Véran dit à la télé que voilà, il n'y a aucun problème, tout est sûr et efficace, il reconnaît que l'efficacité, elle est partielle. Sur les variants, on ne le sait pas, c'est aléatoire. Et surtout, il le dit à la troisième ligne, dans le troisième argument, que les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès. Il écrit noir sur blanc. Alors, dans le contexte, il dit que en cas du fait d'une immunosénescence, donc chez les personnes âgées, ou alors il dit que ça peut être lié à la virulence d'un variant, ou alors en cas d'inefficacité du vaccin au préalable, ou de réinfection post-vaccinale. Donc en gros, vous chopez le Covid en étant vacciné, vous êtes plus à risque de faire une forme grave. Et il reconnaissait en mars 2021 que le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus. Alors c'est le même qui a promu l'obligation vaccinale des soignants en disant que voilà, les soignants, il faut les virer parce qu'ils vont contaminer tout le monde. Alors qu'il reconnaît que ça n'empêchait pas la transmission. Donc il est coupable. Les autres, la Combe. Volontairement, je vous mets leur tronche parce qu'ils ont tous reconnu la même chose quand même. En quelques secondes, sur France Info, en avril 2021, je ne sais pas pourquoi j'étais tombé sur cette vidéo, mais c'est elle d'ailleurs qui m'a réveillé à la fois. Elle a reconnu que quand il y a un variant, donc notamment dans la protéine Spike, eh bien, s'il y a une mutation ou un des variants, eh bien, les anticorps qui auront été déjà fabriqués par la vaccination, eh bien, ils seraient périmés. Simplement, les anticorps ne vont plus reconnaître le virus et par conséquent, les gens vaccinés pourraient toujours développer la maladie. Elle l'a dit. De même, on a Frédéric Tanguy qui est spécialiste des vaccins à l'Institut Pasteur. Il reconnaît qu'on sait que si on vaccine de plus en plus de monde, on va faire naître probablement d'autres variants qui seront résistants aux réponses immunitaires. C'était complotiste à l'époque, mais à la fois, il le disait, donc on faisait que relayer la parole des soi-disant experts, quoi.
Et évidemment, tout ce qui est dit là, c'est détaillé dans la littérature. Donc voilà, on est très au point sur ça. Maintenant on entame le vif du sujet. Au niveau des excipients, donc il y a 3 principaux excipients qui ont été décrits par les labos, un 4e qui n'a pas été décrit mais qui a été découvert par des chercheurs indépendants et qui commence vraiment à faire remonter. J'ai vu en Slovaquie où on a le Premier ministre qui commence à réclamer des données. Donc on y arrive petit à petit. Donc premièrement, les excipients, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont comme des véhicules composés d'acides gras, enfin de lipides, qui permettent de faire circuler l'ARN dans tout l'organisme et qui malheureusement présentent des propriétés hautement inflammatoires, notamment surtout le polyéthylène-glycol, qui est un lipide pégylé, qui a une action vraiment allergène, qui peut même aboutir à des réactions allergiques très graves, comme les anaphylaxies. D'ailleurs, il y a eu plusieurs études qui ont prouvé le rôle du polyéthylène-glycol dans les anaphylaxies dans le cadre des vaccins Covid. Et donc, il délivre l'ARN. Et on a aussi du cholestérol. Donc, comme ça a été expliqué précédemment, lorsqu'on injecte des substances naturelles comme des phospholipides, enfin pseudophospholipides qu'on appelle des SPC, eh bien on va créer en quelque sorte une réaction de mimétisme moléculaire qui va aboutir à conduire le système immunitaire à s'attaquer contre ces mêmes ingrédients qui sont dans notre cellule. Donc par exemple contre nos propres cholestérols. Ça peut être un danger supplémentaire. Voilà, ça c'est un énorme problème. Et en plus, des chercheurs de Moderna, dans une étude publiée dans Nature, ils ont reconnu cette toxicité qui est hyper importante. Ils ont lancé, ils parlent de défis à l'avenir pour réduire la toxicité de ces nanoparticules lipidiques. Et en plus, ils parlent, entre guillemets, de toxicité inacceptable. Ce qui est drôle, c'est qu'il a fallu attendre 3 ans après avoir injecté des milliards de personnes pour que les mêmes gens, les mêmes labos, finissent par dire que voilà, c'était pas au point, quoi. C'est comme si vous prenez une pizza chez un pizzaiolo et il vous dit que 3 ans plus tard que ces ingrédients n'étaient pas frais, quoi. C'est pareil, en fait. Ensuite, l'ARN messager. Alors, c'est pas un ARN messager standard, c'est un ARN qui a été modifié. Vous avez d'ailleurs, je peux passer. Voilà, pour vous décrire un peu. Vous avez différentes bases. Donc dans l'ADN, vous avez les ATCG, ce sont les nucléotides, et dans l'ARN, vous avez les AUCG. Sauf que là, ils ont remplacé la lettre U par la lettre psi, donc exactement des N1-méthylpseudouridine, voilà, c'est le nom complet en biochimie. Et pourquoi ils ont fait cette modification? C'est, selon eux, pour ralentir la dégradation de l'ARN, pour lui faire produire de la protéine spike beaucoup plus longtemps dans la durée. Et la problématique de cette pseudouridine, ça on l'a vu dans des études plus récentes, c'est qu'il a été prouvé dans des études in vivo, c'est-à-dire sur des animaux, je crois que c'est des rats, que ça favorisait à 100% la croissance des cancers. Voilà. Par inhibition du système immunitaire, notamment les interférons. Donc ça, c'est un énorme problème. Et en plus, on a trouvé dans une étude puis dans Nature, en décembre 2023, que cette pseudouridine-là, elle crée un bug, parce que quand vous convertissez l'ARN en protéines, vous avez des ribosomes, c'est une petite machinerie cellulaire, qui vient traduire ces ARN en protéines. Donc, c'est comme si que l'ARN, c'était une petite fiche de recette, et les protéines, c'est en quelque sorte le plat qui est fabriqué. Sauf que donc, le ribosome, on peut interpréter ça comme un cuisinier, eh bien, c'est comme si vous lisez un livre, vous remplacez donc, la lettre U par une lettre grecque, donc quand vous lisez, vous ne comprenez plus rien. Donc avec le ribosome, c'est un peu la même chose. Donc il va se mettre à comprendre de travers et faire fabriquer des protéines différentes, involontaires, et surtout avec des effets inconnus. Donc je sais qu'il y a des chercheurs à Marseille qui sont en train de déterminer quels seraient les effets. Et potentiellement, ça pourrait expliquer la fabrication de protéines de type prion associées à des maladies neurodégénératives comme le Creutzfeldt-Jakob. Ou alors, ça peut être des protéines IDP, c'est-à-dire intrinsèquement désordonnées,
qui auront un effet potentiel sur la modification du cycle cellulaire, qui peuvent aboutir, encore une fois, à des cancers. Donc ça, c'est une possibilité biologique. Et aussi, donc, ça a été largement débattu, le risque d'intégration de cet ARN dans le génome humain. Alors, ce que je vois comme risque, c'est si on introduit donc, le gène de la spike dans notre ADN, eh bien, on peut conditionner notre ADN à faire produire de la protéine spike tout le temps. Voilà, parce que ça devient un code qui ferait partie de nous à part entière, quoi. Voilà, ça c'est les problématiques de l'ARN qui sont très 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 nombreuses. La protéine spike, qui a été encore une fois hyper documentée avec une toxicité systémique, qui est d'ailleurs connue pour être un perturbateur hormonal, puisqu'il va déstabiliser totalement le système rénine-angiotensine. C'est un système hormonal qui est impliqué dans la régulation de la tension sanguine. Vous avez par exemple Jean-Marc Sabatier qui en a très bien parlé dans des études, dans des vidéos. Et ce type de perturbation va entraîner des maladies cardiovasculaires, hématologiques, donc des thromboses, des myocardites. Donc, et ensuite, comme on a aussi donc, ce système immunitaire qui est implanté un peu partout dans l'organisme, donc quand il va y avoir cette perturbation dans le cerveau, vous allez potentiellement causer des thromboses veineuses cérébrales, donc ça dépendra de la position de ce trouble. Ensuite, la protéine spike, comme elle joue le rôle d'antigène, donc quand elle est fabriquée à l'intérieur des cellules, vous allez créer une réaction d'auto-immunité, parce que le système immunitaire va combattre non seulement la spike, mais aussi les cellules qui produisent la spike. Parce que c'est compliqué pour le système immunitaire d'aller s'attaquer à la spike, puisqu'elle est protégée dans les cellules également. Donc c'est encore une problématique. Et il a été montré aussi dans des études récentes, mais aussi beaucoup plus vieilles, que si on stimule le système immunitaire à répétition, on va potentiellement créer, premièrement, un épuisement immunitaire ou alors une tolérance immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire va se mettre à laisser passer les virus, les bactéries, et donc les infections, et aussi les cancers, parce que le système immunitaire est impliqué dans la surveillance des cancers, notamment par le système immunitaire cellulaire, les lymphocytes T. Voilà, ça c'est pour les composants qui ont été déclarés, et pourtant, voilà, je vous ai cité toutes ces problématiques, et pourtant, rien n'y fait. On a découvert plus récemment la contamination d'ADN plasmidique ou bactérien qui vient de Escherichia coli, et qui a la problématique de contenir une séquence d'un autre virus qui s'appelle le ESV40, qui est d'ailleurs, c'est quand même incroyable, parce que dans mes cours, je le vois souvent passer, ce mot ESV40. C'est régulièrement utilisé quand on veut modifier des plasmides, faire des insertions de code génétique dans les plasmides. Et je suis étonné quand même que j'ai plein de profs qui ne savent pas ce que c'est, alors qu'ils l'enseignent simplement. Et le risque de ce ESV40, mais en fait pas que, parce que l'ADN en lui-même, eh bien, c'est qu'il ait un effet oncogène, c'est-à-dire de favoriser les mutations et donc des cancers par insertion de ces bouts d'ADN avant, par exemple, des gènes qui vont contrôler la croissance cellulaire. Ça peut être, par exemple, la protéine P53. Ça, on l'apprend au lycée. C'est une protéine qui est considérée comme la gardienne du génome parce qu'elle est capable soit de détruire la cellule, de déclencher les voies qui vont détruire la cellule, qui est dite cancéreuse, ou alors d'arrêter le cycle cellulaire pour faire réparer l'ADN avant qu'il se réplique et cause des anomalies qui vont encore aboutir à des maladies comme le cancer, par exemple. Ici, je vous ai mis un petit tableau où je vous résume, non exhaustivement, parce qu'il y en a tout le temps qui en arrivent, des effets secondaires que j'ai pu retrouver dans la littérature. Donc je n'ai rien inventé, hein, c'est vraiment ce que j'ai lu. Et alors, je vous ai mis sur le côté en jaune qu'il existe, alors ça c'était il y a quelques mois, mais ça a encore augmenté, qu'il y a plus de 3500 études sur les effets indésirables qui sont référencées dans la littérature. Vous avez un site qui référence tout, react19.org. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les effets secondaires concernent absolument tous les systèmes dans l'organisme. Donc, au niveau du cerveau, vous avez des AVC, des AIT, vous avez des scléroses en plaques, ça a été référencé. Altération de la vision, des syndromes type Parkinson, Alzheimer,
Donc ça peut être lié aux maladies, enfin aux protéines fabriquées potentiellement par les vaccins qui ont un effet neurodégénératif. Les troubles cutanés qui sont surtout liés à des allergies. Vous avez par exemple des urticaires, des éruptions cutanées, des ecchymoses qui sont des bleus dans le jargon général. Alors ça, je l'ai aussi souvent vu, syndrome de Steven-Johnson, c'est une maladie qui débouche à des nécrolyses épidermiques toxiques. Alors je ne vous mets pas la photo parce que c'est pas très beau à regarder. Si vous ne savez pas ce que c'est, pour vous schématiser, vous regardez quelqu'un, en fait c'est son corps qui se met un peu à se dégrader, à pourrir, devient tout noir. Voilà, la peau se déchire, et c'est extrêmement douloureux. Et c'est une maladie qui est évidemment mortelle. Donc des nécroses, des lupus, et je ne l'ai pas affiché parce que j'avais plus la place, il y a trop d'effets secondaires. J'ai même vu dans 2 ou 3 études l'apparition de la lèpre dans les effets secondaires. Ensuite, dans les troubles hématologiques, vous savez, donc les thromboses, les embolies pulmonaires également, les troubles cardiovasculaires. Alors, selon une étude publiée par la Société française de cardiologie, les myocardites concerneraient pratiquement 3% des vaccinés. Donc, si vous reportez ça sur des millions de personnes, c'est un nombre considérable. D'autant plus que, on dit oui, mais les myocardites, ça peut ne pas être grave, sauf qu'il y a quand même toujours un effet handicapant. Donc, pour l'avenir, si vous êtes sportif, votre cœur sera beaucoup moins adapté à faire des activités sportives. Donc, ça peut être handicapant. Péricardite et les arrêts cardiaques, les infarctus, etc. Les troubles immunitaires, évidemment, les réactions allergiques. Les anaphylaxies, donc selon une étude observationnelle que j'ai trouvée, ça concernerait une personne pour 4000. Bon, ça a l'air pas beaucoup, mais à l'échelle d'une population, ça fait beaucoup de victimes, malheureusement. Aussi, un trouble que les médecins n'expliquent pas, que certains appellent Covid long et d'autres appellent syndrome de dysautonomie chronique. Donc c'est en quelque sorte une maladie, un syndrome qui va nous amener à être tout le temps fatigué, mal de tête, migraine, brouillard cérébraux. En fait, on est tout le temps malade sans vraiment comprendre pourquoi. Donc c'est une fatigue générale qui est instaurée. Et il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées par une étude. C'est l'impact sur le système hormonal. Parce que le système hormonal est aussi lié au système immunitaire. Les anticorps ne font pas que le rôle d'anticorps, c'est-à-dire de neutraliser les antigènes. Ils ont aussi un rôle dans le système hormonal. Ils vont peut-être, par exemple, réguler certains récepteurs hormonaux pour rééquilibrer un peu le fonctionnement de l'organisme en général. Mais là, avec tout ça, on crée un désordre. Donc ça crée de la maladie. Les troubles des cycles menstruels. Alors, selon une étude, les chiffres me paraissent énormes, mais à la fois, vu le nombre de personnes qui m'ont témoigné avoir eu cet effet, je me dis que c'est quand même fortement possible. Donc, les troubles des cycles menstruels concerneraient environ 50 à 70% des femmes vaccinées, selon une étude observationnelle. Donc, c'est quand même énorme. Donc, à l'échelle d'une population, ça fait encore une fois énormément de personnes. Et en termes du nombre de fausses couches, donc là, c'est les données du VAERS. Eh bien, on a une augmentation de plus de 2300% par rapport aux autres années avant. Donc en fait, tous les indicateurs sont au rouge en fait. Pareil, les myocardites. Donc on me disait oui, mais l'extrême majorité a eu des effets sans symptômes. Alors on nous a inventé la myocardite asymptomatique. Sauf que parmi les déclarations des myocardites, donc ça a été référencé dans une étude avec Peter McCullough, donc avec l'augmentation des 2500%. Parmi les déclarations, en fait, plus des 3/4 des personnes ont été hospitalisées. Donc, c'est-à-dire que la myocardite a été très grave pour les 3/4 d'entre elles, et 3% d'entre elles ont succombé du coup à leur maladie. Donc c'est loin d'être une maladie bénigne, quoi. Donc il faut vraiment la prendre en considération, quoi. En termes de pharmacovigilance de chiffres, alors la NSM nous sort 193 000 cas d'effets indésirables qui s'arrêtent en mai 2023. On n'a pas les chiffres mis à jour. Je me demande pourquoi. Et dans le monde, on est à 5 300 000 cas selon l'OMS. Sauf que, à l'échelle d'une population, on peut se dire oui, ça paraît pas beaucoup. Sauf que c'est quand même hyper compliqué de faire remonter des effets indésirables pour X ou Y raison. Alors soi-même, j'ai eu des témoignages, c'est le parcours. On n'est pas formé à
à faire remonter. Et en plus, c'est une procédure hyper compliquée. Et surtout, quand on a perdu un proche, on n'est pas du tout dans... On n'a pas trop d'énergie à aller dans les papiers. Enfin, on est dans le deuil, quoi. Donc, c'est compliqué. Et ensuite, les médecins ne sont pas là. Enfin, pour la plupart, ils n'ont pas envie de se casser la tête à faire remplir le formulaire. Donc, en fait, ça n'avance pas. Et donc, il y a... ça a été reconnu dans des études, par le VERS, par différentes agences, que seulement 1-10% des effets indésirables sont remontés. Donc ça veut dire que le chiffre officiel qui vous est donné, eh bien dans le meilleur des cas, vous devez le multiplier par 10, et dans le pire des cas, par 100. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on serait entre 2 millions d'effets indésirables au minimum, et 20 millions à l'échelle de la France. Donc ça fait quand même beaucoup. Et on considère aussi que 25% sont jugés graves. Donc de mémoire, ça fait entre 480 000 et 4 800 000 effets indésirables graves. Voilà. Donc c'est un enjeu quand même de santé publique majeur, quoi. Alors ça, j'en ai entendu parler tout à l'heure, donc je vais pouvoir répondre à quelques questions. Alors en France, on n'a pas accès aux données de décès, toutes causes confondues, en fonction du statut vaccinal, puisque alors il y a on a ce qu'on appelle la CADA, qui normalement, enfin, on peut leur demander de fournir les données, mais on a eu par exemple Laurent Toubiana qui a réclamé les données avec Pierre Chaillot, et n'ont pas réussi à obtenir les données parce qu'ils leur ont dit qu'on n'a pas les données, on ne peut pas vous les fournir, parce qu'elles n'existent pas, alors que si elles existent. Enfin, par exemple, l'assurance maladie sait qui est vacciné, connaît la couverture vaccinale. L'INSEE, elle sait qui est mort. Donc, si on croise les données, on peut toujours savoir. Donc, comme on ne peut pas avoir les chiffres en France, on va regarder dans d'autres pays. Donc, par exemple, en Angleterre. Donc, on a l'ONS, donc l'Office national des statistiques anglais, qui donne les chiffres de décès en fonction du statut vaccinal. Alors, ils ne vous montrent pas le graphique comme ça, parce que ça paraît un peu gros, mais ils vont donner les fichiers Excel. Donc, c'est à nous de faire le traitement de données, de faire le travail en amont pour visualiser les données. Et donc, quand on assemble tout, eh bien, on se rend compte que... Alors, le plus important, premièrement, c'est de comparer le pourcentage de décès par rapport à la couverture vaccinale, parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de Parkinson, où par exemple, si vous avez 80% de décès dans une population, mais à la fois, si vous avez 80% de vaccinés, ça ne veut pas dire que le vaccin est efficace ou inefficace. Si vous avez le même pourcentage, c'est qu'on est à aucune efficacité, on est à zéro. Or là, on voit que pour une couverture vaccinale de 70%, les décès concernent 96% des vaccinés de 2 doses au moins. Donc on est au-delà de la couverture vaccinale, ce qui témoigne d'une efficacité négative en termes de décès toutes causes. Et pareil, si on regarde chez les non-vaccinés, on est plutôt en déficit. Donc pour 18% de non-vaccinés, on est à 3% de décès parmi cette population-là. Donc là, c'est en quelque sorte une preuve, on va dire, définitive, en prenant du recul, qu'il se passe quelque chose de mauvais. De même, si on se concentre chez les personnes qui ont reçu 3 doses et plus, eh bien, même l'écart semble être encore plus grand. Donc il y a encore en quelque sorte une corrélation. Donc il y a une efficacité négative sur la mortalité en général. Donc on peut dire que les vaccins causent un problème de santé publique, alors qu'ils sont censés résoudre un problème de santé publique. C'est l'inverse. Oui, je me dépêche. Alors, j'arrive à la fin de la conférence. Voilà, il reste 2 diapos. Hein. Alors, juste pour aborder le sujet, donc, dans mon livre, j'ai cherché un peu qui est derrière cette crise et cette corruption autour du Covid. Ça ne concerne pas uniquement le Covid, hein, ça concerne la santé en général. Donc j'ai pu voir dans les études, dans les déclarations de financement, etc., que l'industrie pharmaceutique étale de l'argent partout, donc chez les médecins, notamment ce qu'on appelle les leaders d'opinion qui passent chez les médias. Ils donnent de l'argent directement aux études scientifiques et aux scientifiques qui font les études, et aussi aux revues scientifiques en achetant des centaines de milliers d'exemplaires de leurs revues. Du coup, ça fait de l'argent pour les éditeurs. Oui, tout à fait. Donc ça crée une pression supplémentaire, et donc les études qui vont promouvoir les vaccins sont largement mises en avant. D'autant plus quand une étude va dire que les vaccins sauvent des millions de vies,
eh bien, les médias vont faire direct une dépêche dans la seconde pour dire que voilà, il y a une étude qui a été publiée qui montre que voilà, c'est hyper bénéfique. Et inversement, pour les autres études qui disent le contraire, eh bien, aucune dépêche, il n'y a rien, quoi. De même, ils versent de l'argent à des conseillers gouvernementaux, c'est ce que j'ai vu. Ils donnent aussi de l'argent aux candidats à la présidentielle aux États-Unis, notamment celui qui a reçu le plus d'argent d'ailleurs, c'est Joe Biden, avec 9 millions de dollars. Voilà, c'est incroyable quand même. À l'Agence européenne du médicament, qui autorise leur vaccin, alors de la manière suivante, c'est-à-dire que quand ils déposent des dossiers, l'industrie va payer l'EMA pour consulter leur dossier, mais en fait c'est l'industrie qui paye, donc l'EMA a tout intérêt à valider leurs produits s'ils veulent leur budget, quoi. Les universités, ils en donnent en masse. Rien que pour Pfizer, en 2021, ils ont donné, si je dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas d'université, mais par exemple Johns Hopkins, ils donnent, je crois, pratiquement $1 million par an, rien que pour Pfizer. Donc avec tous les labos cumulés, ça fait encore plus d'argent. De même, ils ciblent les étudiants en leur offrant des petits cadeaux. Ça peut être rien du tout, hein, des restaurants, des voyages, des conférences, des petits jouets, enfin, juste pour les amadouer, quoi. Les grands hôpitaux, donc vous avez Harvard, et j'ai vu récemment, je l'ai écrit dans mon livre, que Pfizer a signé un partenariat avec l'AP-HP, donc l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, un accord de 1 milliard d'euros pour implanter un espace de coworking avec plein de laboratoires pour collaborer avec l'AP-HP. Donc voilà, là je vous ai mis tout ce que j'ai trouvé. Alors évidemment, il doit y avoir encore d'autres choses que je n'avais pas encore découvertes, donc ce sera pour plus tard. Et avant de terminer, donc c'est important d'en parler puisqu'il a été autorisé en Europe par la Commission européenne des nouveaux vaccins dits ARN auto-amplifiants qui ont reçu une AMM, autorisation de mise sur le marché pour les laboratoires Arcturus et CSL. Alors pour vous expliquer un peu la différence, donc un ARN normal, grosso modo, on vous met un ARN, ça produit la spike, en gros. Mais avec les ARN auto-amplifiants, on ajoute une nouvelle séquence en amont qui provient d'un alphavirus, un virus qui cause l'encéphalite vénézuélienne et qui est capable de coder pour un complexe qu'on appelle réplicase qui permet à l'ARN de se répliquer tout seul. Donc vous allez démultiplier les quantités d'ARN dans l'organisme. Donc, en quelque sorte, le labo pharmaceutique s'intègre dans votre organisme pour faire produire en quelque sorte le vaccin. C'est quand même grandiose. Et ensuite, il y a beaucoup d'interrogations quant à cette technologie. Donc en termes de prolongation de la quantité de spike et d'ARN, et donc des effets indésirables, la sévérité des effets indésirables, le risque aussi, ça c'est une question que je me pose, parce que les alphavirus sont connus pour avoir la capacité de se recombiner avec d'autres virus, donc potentiellement de créer un nouveau virus directement au sein de votre organisme. C'est une question à poser, je n'ai pas les réponses. Et il y avait quoi d'autre ? Et voilà, j'ai plus rien en tête. Mais voilà, en tout cas, ce qui est problématique, c'est les quantités de spike qui pourraient être produites. Et aussi, on avait parlé aussi du shading vaccinal, c'est-à-dire du risque de transmission du vaccin de vacciné à non vacciné. Pour les vaccins conventionnels, enfin ARN conventionnels, c'est peut-être possible, mais si ça existait, les effets seraient plutôt limités. Mais là, comme on arrive sur des vaccins auto-amplifiants, on ne sait pas en fait. Là, on est dans l'interrogation la plus totale. Alors oui, ils ont reçu une ATU, donc une autorisation une autorisation d'utilisation d'urgence pour les canards et les poules en France. Alors, pour vous rassurer, ça ne concerne que les élevages de plus de 250 animaux. En dessous, ils sont... Alors, je sais pas, il y en a qui disent que c'est interdit et d'autres qui disent que c'est juste pas obligé. Ouais, ils sont pas soumis, quoi. Voilà. Donc, privilégier le petit producteur. Voilà. Donc, voilà. Annie dit qu'il faut favoriser les élevages de la Confédération paysanne parce que cela favorise justement les petits élevages et puis la non-vaccination, je crois, ou tout du moins... Voilà, c'est pas dit comme ça, mais c'est sous-entendu. Voilà. Merci beaucoup Léo, bravo. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Voilà. Alors, une info concernant les chiffres de l'ANSM. L'intérêt des tableaux de l'ANSM qui publiait ces chiffres jusqu'en juin 2023, c'est qu'elle donnait le nombre d'injections et le nombre de déclarations d'effets indésirables. En calculant, on s'est aperçu
qu'il y avait une déclaration sur 800 injections. Alors que le vaccin contre la grippe, normal, générait une déclaration sur 1 million d'injections. Ce qui veut dire que dans le vaccin Covid, il y a 1200 fois plus de déclarations d'effets indésirables que pour le vaccin contre la grippe. Et ça, je pense que c'est très, très important de l'ajouter, parce que ça donne beaucoup d'arguments. Oui. D'autre part, le fait que les sous-déclarations soient un phénomène récurrent a été confirmé devant la commission d'enquête parlementaire par une représentante de l'ANSM qui a répondu effectivement, nous n'avons que 1 à 10% de déclarations parce que c'est une pharmacovigilance passive. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et donc tous les chiffres sont effectivement à multiplier. Voilà. Alors maintenant, il y a des objectifs derrière. C'est pas seulement les finances, mais ça, c'est un autre problème que j'ai écrit dans les bouquins dont j'ai parlé ce matin. Voilà. Merci beaucoup. Juste une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, concernant le départ de cette chose-là qui est le virus. Est-ce que le virus existe ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Déjà. Alors, c'est... La deuxième chose, c'est s'il existe, que vaut le PCR pour le reconnaître ? Alors, c'est plusieurs problèmes différents, mais qui sont évidemment liés aussi. C'est vrai que c'est une question fondamentale. Hein, et évidemment, ma position en science, c'est le débat d'idées, le dissensus, et on peut absolument remettre en question tout. Pour moi, c'est vraiment la fondation de la science. Après, chacun peut avoir des avis différents. Alors, moi, personnellement, je suis plus convaincu que les virus existent, qui sont liés dans des maladies. Après, le lien de causalité de virus-maladie, ça peut encore se discuter, à mon sens, en termes dans la littérature scientifique. Mais en ce qui concerne l'existence des virus, alors moi, il y a beaucoup de monde qui me pose la question, mais je vois dans mes cours, je vois aussi dans la littérature, on a des images, on a des photographies, par exemple du SARS-CoV-2, à l'IHU de Marseille, on a la photographie du SARS-CoV-2. Après, évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut, tant qu'on donne des arguments, évidemment. Mais en tout cas, à mon sens, ça existe. Mais en tant que tel, après, si vous voulez qu'on débatte sur le lien de causalité du virus à la maladie, ça peut se discuter sans problème. Et pour venir au PCR, alors évidemment, si le virus n'existe pas, ça démolit déjà d'office la justification des tests PCR. Mais admettons que les virus existent, eh bien les PCR n'ont pas, en tout cas pour le SARS-CoV-2, n'ont pas été formulés précisément pour détecter précisément le SARS-CoV-2 en excluant tous les autres virus. Puisque, il y a différents arguments, on a les cycles d'amplification qui sont extrêmement grands, qui viennent à faire détecter tout et n'importe quoi dans l'organisme. Et on a aussi, donc, dans les PCR, on a ce qu'on appelle des amorces, des petits bouts de séquences qui s'attachent à des molécules d'ARN pour ensuite faire multiplier les molécules. Sauf qu'on peut avoir des amorces qui ne sont pas spécifiques entièrement au SARS-CoV-2, qui peuvent se lier à d'autres ARN viraux. Donc on peut détecter tout n'importe quoi. Donc scientifiquement, en considérant que les virus existent, les PCR ne tiennent pas scientifiquement. Donc ça a été démontré à maintes reprises, en tout cas par des experts, des chercheurs, et même aussi dans des études scientifiques. Alors moi honnêtement je suis pas dans moi je suis plus dans le côté biologie, biochimie. Après au niveau de la technologie pour découvrir, j'ai encore une part d'ombre, donc pour ça je vous réponds pas catégoriquement, je reste ouvert. Mais a priori, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas des travaux de l'IHU, c'est qu'ils ont développé des technologies capables de photographier directement le SARS-CoV-2. Bien qu'on ne visualise pas extrêmement bien, ça reste petit, quoi. Donc, voilà. Après, quand on fait du séquençage, on reste quand même dans le domaine de la théorie, quoi. Donc, pour moi, c'est une connaissance qui semble être acquise aujourd'hui, mais qui va très certainement évoluer au fur et à mesure des années. Oui, alors, oui.
Moi, je voulais juste donner une petite info. En 2019, la revue Nexus a fait paraître un numéro spécial qui s'appelle Vaccination, un plan mondial de vaccination. C'est le terme exact. Et il y a un historique très intéressant parce qu'on voit que dès la fin du 19e siècle, la famille Rockefeller était impliquée dans ce qu'on appelle l'eugénisme et a donné l'idée aux nazis en Allemagne, pas seulement l'idée d'ailleurs parce qu'ils ont fait du commerce avec eux, de développer donc l'extermination de masse. Et aux États-Unis, donc au 19e, quand la famille Rockefeller s'est occupée de cette affaire, donc et en fait, ce sont les fondateurs de Big Pharma et ce sont toujours les propriétaires. Donc à cette époque, la cible principale pour Rockefeller, c'était les Hispanos et les Noirs. Ils ont commencé par ces populations-là. Et on voit aujourd'hui où on en est. Donc l'eugénisme, il faut se dire que c'est quelque chose qui est dans la tête de tous ces gens-là. Oui, c'est une idéologie qui est restée. Alors, il porte plus ce nom-là parce que c'est un nom qui dérange, mais je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, ça continue, et dans des formes différentes. Là, on a ce qu'on appelle le transhumanisme qui va arriver, donc qui consiste à sélectionner des individus génétiquement supérieurs, ou alors des capacités supérieures, ou alors on veut leur implanter des nouvelles technologies pour, soi-disant, augmenter leurs capacités cognitives. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, notamment par la technologie, l'eugénisme prend de plus en plus de place dans l'idéologie, alors je dirais pas des populations, mais d'une poignée de personnes, quoi. Et aussi pour revenir à ce que vous disiez au niveau de Rockefeller, etc. Rockefeller, ce n'est pas le seul contrôleur de la science, entre guillemets. Il y a aussi d'autres, ce que j'appelle des actionnaires, des gestionnaires d'actifs. Vous avez par exemple BlackRock et Vanguard, j'en ai parlé dans mon livre également, qui sont les plus influents de la planète, qui détiennent l'argent, les richesses des sociétés comme le CAC 40, les multinationales, les GAFAM, et qui détiennent aussi une partie de la dette des pays, notamment de la France. Et ils sont aussi les premiers actionnaires, ils sont premiers actionnaires entre eux, BlackRock et Vanguard. Ils sont à la fois aussi les premiers actionnaires à la fois de l'industrie pharmaceutique, Pfizer, Moderna, Gilead, etc., mais aussi premier actionnaire de l'édition scientifique. Donc c'est les mêmes qui détiennent les deux, qui détiennent la vérité et qui détiennent le commerce. Donc c'est en quelque sorte eux aussi qui sont en haut de la pyramide en termes de contrôle. Voilà. Moi, je voulais juste poser une question en tant que gilet jaune. Au début, on vous a averti. Tout ce qu'on a fait, on a été mutilés, on a eu des mains arrachées, etc. Je m'appelle Max Douai, je viens de La Rochelle. Je suis souvent avec Jérôme Rodriguez, avec Fly, etc. On était presque arrivé à l'Élysée pour enlever ce président qui ne nous sert à rien. Donc du coup, après, nous, on a fait la crise Covid. Donc du coup, on était contre. Donc ils nous ont interdit de manifester. Donc nous, à La Rochelle, partout, on a continué à manifester. J'ai attrapé le Covid. Donc je suis arrivé à l'hôpital parce que j'avais pris des violences policières au niveau des yeux. J'avais pas de mutuelle parce que nous, les gilets jaunes, on ne pouvait pas se payer une mutuelle. Donc du coup, le 5 du mois et le 20 du mois, on était dans le rouge. Donc crise Covid, j'ai le virus, donc ils me mettent dans une chambre isolée. Et aujourd'hui, je suis toujours pas vacciné. Je suis là, j'ai continué les manifestations. J'ai pris tellement de violence. Et je me dis franchement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce gouvernement, ou par rapport aux médecins, par rapport à plein de choses. Il faut continuer la lutte. Et moi, j'y crois pas à tous ces gens-là qui nous donnent des leçons. Et moi, je viens de la rue et du coup, j'y crois pas à tous ces gens. Depuis que je suis petit, ils ont toujours menti. Ils vous mentent encore. Voilà, nous, on a essayé de vous montrer la voie. Les gilets jaunes, c'était une métaphore. Et on est toujours là, même si on attend. De toute façon, on attend, on est en attente. Il va se passer quelque chose. Mais quand, je ne sais pas. Mais on est toujours en attente. Bientôt, nous, les gilets jaunes, on est toujours, je dis franchement, en attente. Vous tapez Max Douai, Jérôme Rodriguez sur tous les réseaux. Et un jour, il va se passer un truc. Et on sera là avec vous. Mais on en a vraiment marre de ces gens-là. Voilà. Merci.